Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, pour cette nouvelle séance de guidage de lecture, nous arrivons au chapitre 3, donc page 63. Ce chapitre s'intitule Mon travail et les dimensions particulières de réalité dans lesquelles il m'entraîne. La séance débute à 21h43. Seth commence ce paragraphe en disant « J'ai des amis, tout comme vous, mais il arrive que je les connaisse depuis beaucoup plus longtemps que vous ne connaissez les vôtres. Car notre façon de ressentir la réalité est tout à fait différente de la vôtre. » Donc là, voilà, une petite comparaison, bien sûr, avec notre vie. À partir de ce qu'il a déjà expliqué dans les chapitres précédents, il a expliqué qu'on était une partie simplement d'une entité globale. Donc, si lui, il a conscience de cette entité globale, il a conscience également des liens qu'il a eus à travers chacune de ses personnalités. Et c'est donc effectivement pour cette raison qu'il indique qu'il a plus d'amis, beaucoup plus d'amis que nous, et qu'il les connaît depuis beaucoup plus longtemps, puisque les mêmes personnalités qu'il va rencontrer dans une certaine vie, ils vont jouer des rôles différents dans d'autres vies. Ça, c'est vraiment fondamental. Je ne sais pas si je peux l'illustrer par un schéma. J'avais expliqué un jour, bon, c'est ma façon de représenter l'entité, donc l'entité étant l'identité globale. Alors, ce qui est gênant, c'est que là, je fais une enveloppe. Or, une entité n'a pas vraiment de limite, puisque la conscience s'étale un petit peu partout. Bon, c'est voilà, une vue de l'esprit. Et puis, j'avais dessiné des tentacules avec à chaque fois P pour personnalité, donc la personnalité 1, personnalité 2. Bon, voilà, on peut imaginer comme ça. Il y en a donc quasiment une infinité. Et que bien entendu, 3 et 4, et que bien entendu, il y a à côté d'autres entités qui vont avoir des relations dans certaines vies avec donc les personnalités correspondantes. Et donc la même entité finalement va jouer des rôles différents. On peut très bien imaginer, voilà, que cette personnalité-là va rentrer en lien, donc ça va être la deuxième personnalité, donc entité A, entité B. C'est, vous voyez, c'est mon côté scientifique. On aime bien classer, ranger, mais bon, pour expliquer, en tout cas, c'est un petit peu plus simple. Et on a donc cette deuxième personnalité, donc la personnalité 1, par exemple, qui va rentrer en relation, c'est-à-dire donc dans une vie particulière, la personnalité 1 de l'entité B rentre en relation avec la personnalité 4 de l'entité A, par exemple. Et puis l'entité B va avoir cette personnalité P2 qui rentre en relation avec l'entité P3, par exemple, de l'entité A, etc., etc. Et puis éventuellement, hop, voilà, on peut avoir la P3 également. Et bien sûr, après, d'autres, on imagine bien sûr avec d'autres entités à côté, entité C, effectivement, la même chose, etc., etc. Ça veut dire que les entités, chaque entité, notre identité profonde, va rentrer en relation avec plusieurs entités à différents moments, si on peut utiliser les termes tels qu'on les comprend, donc c'est-à-dire dans différentes vies. Voilà. En 1920, l'entité A et B sont en relation par le biais d'une certaine personnalité, donc ça peut être, alors il peut y avoir des relations particulières, voilà, la mère et le fils par exemple, et ils peuvent très bien changer les rôles
En 1700, c'était l'inverse, ou bien ils étaient frères et sœurs, ou ils étaient mari et femme. Mais en tout cas, ils avaient un lien particulier, c'est-à-dire que dans la vie des personnalités, elles ont eu le temps de se rencontrer et de créer des liens particuliers. Mais comme en fait ce sont les mêmes entités qui vont perdurer à travers ce que nous percevons comme le temps, elles vivent effectivement différentes expériences, et les deux mêmes entités vont vouloir peut-être une fois l'un être le parent de l'autre, puis après ils vont vouloir inverser les rôles pour voir ce que ça fait. Tiens, mais j'ai trouvé que tu avais été un petit peu dur avec moi, mon adolescence était un petit peu dure. Moi, je voudrais expérimenter l'autre vie, de l'autre manière, la relation dans l'autre sens, pour voir est-ce que moi je pourrais être effectivement un parent euh, plus doux, enfin voilà, la relation va mieux se passer. Chacun avec ses propres objectifs de vie. Ou bien, voilà, on va être mari et femme, et puis dans une autre vie, on va être frère et sœur, pour voir qu'est-ce que ça fait, quelle relation, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui se crée dans nos vies avec cette relation particulière. En général, il y a quand même des liens au niveau des familles qui sont très très particuliers. C'est quand même souvent les liens les plus forts. Alors, même si on rompt avec sa famille complètement, justement, c'est une expérience à traverser. On grandit avec sa famille et puis tout d'un coup, eh ben, on va vouloir créer une autre relation avec des personnes extérieures. Et peut-être même que justement de vouloir créer des relations avec des personnes extérieures, c'est parce qu'on va retrouver une autre entité qu'on avait déjà dans une vie précédente pour revivre quelque chose de plus fort, c'est-à-dire de retrouver la stabilité peut-être qu'on avait dans la vie précédente. Donc il y a toutes ces relations-là qui rentrent en jeu. Hein. Là, je déborde largement de ce que Seth est en train d'expliquer. Euh, pour, je pense qu'il va l'expliquer un peu plus dans le détail dans la suite du livre, mais c'est la suite logique de ce qu'il a déjà exprimé, le fait que nous ayons des personnalités. Et là, il est en train de dire que nous avons des amis de plus longue date. Donc, je voulais juste rebondir sur cette voilà cette petite marque d'humour de la part de Seth. Hein, voilà, je les connais, voilà, des personnes que je connais depuis beaucoup plus longtemps que vous. Euh, il précise effectivement dans la fin de sa phrase hein, en disant notre façon de ressentir la réalité est tout à fait différente de la vôtre, puisqu'on a justement cette connaissance particulière à leur échelle. Hein. Quand eux ils sont arrivés dans le monde qu'ils ont, qui n'est plus physique, ils ont cette connaissance particulière de tout ce lien personnalité-entité. Et ils vont donc conserver cette sorte de mémoire, hein, mémoire que nous perdons. Quand on revient dans une vie, on perd la mémoire de ce qu'on a déjà vécu avant, pour la simple et bonne raison que si on savait tout ce qu'on avait déjà à vivre, on ne serait pas pleinement dans notre rôle. Hein, moi je compare ça à un acteur qui joue un rôle. Bon, dans sa vie d'acteur, il va jouer des dizaines, des centaines de rôles différents, mais à chaque fois, il sait qui il est, lui. Eh bien, c'est la même chose au niveau des entités. Hein. L'acteur, il a sa propre entité qu'il est dans la vraie vie tous les jours, et il va jouer différents rôles au fur et à mesure de sa carrière. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais quand il est en train de jouer une pièce de théâtre, il doit essayer d'oublier au maximum, d'une part, qui il est au niveau de l'entité. Il n'est pas en train de jouer sous son vrai nom. Il peut même changer de sexe, il peut changer d'âge, il peut changer de lien complètement. Dans sa vraie vie, il peut être orphelin, il peut tout à fait jouer le rôle d'un enfant ou justement explorer des relations familiales dans un rôle. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté d'un point de vue psychologique d'aborder un rôle, c'est-à-dire qu'il faut se plonger dans ce que le rôle qu'on est en train de jouer est en train de vivre. Lui-même, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Eh bien, nous, en tant que personnalité, là, moi, Laurent, je suis à fond dans mon rôle, et si je savais en permanence que
justement, j'ai vécu plein de vies, j'ai eu plein d'expériences, que j'ai été femme, homme, riche, pauvre, mort très tôt ou avoir une vie très longue, dans plein de pays différents, à plein d'époques différentes, etc. Ça, c'est un peu compliqué quand même au quotidien à gérer tout ça. Même si 7 nous invite justement à essayer de se détacher de notre rôle présent. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est ce que 7 nous invite à faire. Justement, toujours se dire, là, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas la réalité profonde. Hein, ce n'est qu'une expérience parmi d'autres. Ce n'est qu'un rôle, donc ce rôle-là est moins important que ce qu'on peut croire quand on est très attaché à la vie. Il y a des personnes qui sont à fond dans leur rôle. Eh bien, 7, justement, nous dit, essayez de vous détacher un petit peu de ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas si important que ça. Ce n'est qu'un des multiples rôles que vous avez joués. Et ce qui compte, c'est l'expérience globale de votre entité. Et non pas de rester plongé dans votre rôle d'une des personnalités. De tourner en rond avec ses petites difficultés, les petits tracas du quotidien, etc. Ouais, il faut chercher petit à petit à dépasser ça pour aller vers l'objectif de l'entité de manière globale. Hein, donc notre conscience globale. De prendre conscience que ce qu'on vit tous les jours, c'est une expérience. Et qu'on essaie de traverser cette expérience avec le moins d'émotions, euh, d'attachement d'émotions, en tout cas, possible. Oui, on a des émotions, on traverse, bien sûr. C'est le trajet normal de ce qu'on expérimente. Mais nous essayons de ne pas nous attacher purement à ce qu'on est en train de vivre. Et dans la phrase suivante, Seth justement explique ces liens particuliers, puisqu'il dit, eux, dans ce qu'ils sont en train de vivre, nous avons connaissance de ce que vous appelleriez nos moi passés, c'est-à-dire les personnalités que nous avons adoptées dans différentes existences. Hein, voilà exactement le schéma que je viens de vous montrer, que j'ai essayé de développer un petit peu, à ma manière, hein, voilà, un petit peu scientifique. J'essaie de représenter les choses de manière graphique. Peut-être ça peut aider certaines personnes, en tout cas, avec cette proposition, pour comprendre les liens particuliers qu'on va créer à travers nos différentes vies. Et que justement, des fois, on peut ne pas comprendre ce qui se passe dans une relation, dans une vie, mais parce que il y a des restes des vies passées. Parce que Seth, on va mettre des guillemets pour le moment sur le thème passé, puisque Seth a également indiqué que le passé, le futur, le présent, on a accès normalement à toutes ces informations et tout se passe en même temps. Hein, donc voilà, le temps étant une convention, on utilise le terme qui est un peu faux quelque part de dire nos vies passées, hein, puisqu'on peut aussi parler de nos vies futures. Là, dans les personnalités que j'ai montrées, il peut très bien y en avoir une qui vit en 2075 et qui est en train d'avoir une expérience et qui va teinter ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, par exemple, ou qui va permettre de compléter une relation qui a été vécue en 1643. Donc tout ça fonctionne ensemble, en parallèle, et justement, Seth et les entités qui vivent leur expérience dans l'endroit où elles ont conscience de tout ça. Il précise dans le paragraphe suivant, comme nous pratiquons la télépathie, nous aurions du mal à nous cacher quoi que ce soit les uns aux autres, même si nous le souhaitions. Hein, donc il revient sur cette notion de télépathie, il considère que c'est une caractéristique, une capacité qu'ont toutes les entités, et que le fait de ne pas s'en servir, c'est en fait juste parce qu'on se focalise sur autre chose, mais la capacité est bien présente. Eux, comme ils sont un petit peu défocalisés, je dirais, ils ne sont pas focalisés sur juste leur personnalité, mais
ils ont conscience de tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vivent à l'instant précis, eh bien, ils ont accès à cette télépathie. Et donc, ils précisent qu'effectivement, il y a quand même un échange d'informations beaucoup plus important par la télépathie que ce que nous pouvons capter, hein, qui reste malgré tout des choses intuitives, un petit peu sensibles. J'en avais déjà parlé, il me semble, moi en tout cas c'est vraiment un phénomène qui m'est arrivé souvent, et pour en avoir parlé avec différentes personnes, c'est quand même assez courant, je dirais, pour des personnes qui sont sensibles en tout cas, c'est le fait de penser à quelqu'un, et soit de l'appeler à la suite, soit de lui écrire une lettre, soit un mail ou quelque chose, et à un moment donné, on se dit, ah tiens, je suis en train de penser à quelqu'un, tiens, c'est bizarre, ça fait 3 ans que on s'est pas vu, on s'est pas appelé, tiens, je suis en train de penser à lui, et quelques minutes après, la personne appelle, ou on reçoit un mail dans la journée. Et pour moi, c'est un signe de ce que justement Seth explique de la télépathie, c'est que quand quelqu'un est en train justement de se dire, tiens, je vais l'appeler, ou tiens, je pense à un tel, j'ai vraiment envie de l'appeler, ou je suis en train de lui écrire un message, il y a une partie de sa conscience qui est déjà en train de rentrer en communication avec l'autre personne. Et du coup, quand l'action se met réellement en place, eh bien, on n'est pas vraiment surpris. Hein, l'action n'est en fait que la suite de la pensée qui est apparue avant. Hein, donc une nouvelle façon de présenter le fait que chacun crée sa réalité. La conscience se met en place, elle crée un lien particulier, on échange par télépathie, on sait qu'il y a un échange, et après on le confirme parce qu'on est dans un monde physique, avec ce qu'on utilise couramment, c'est-à-dire le langage, donc soit lu, écrit, parlé, peu importe, pour transmettre une information physique sur un canal physique en 3 dimensions qui va compléter la télépathie qui ne nous suffit pas dans notre monde en 3 dimensions. Voilà, Seth nous explique que lui, du coup, il peut utiliser beaucoup mieux la télépathie de leur côté et qu'ils échangent donc des informations. Et il précise dans la phrase suivante que cela doit vous donner l'impression d'une intrusion de la sphère privée. Hein, la télépathie, on a cette image, si tout le monde est télépathe, c'est-à-dire que rien n'est caché à personne, tout le monde échange tout comme information. Donc oui, on peut effectivement le vivre comme une intrusion, parce que nous, on est dans un monde où on aime bien encore par peur des émotions, on en avait parlé dans une séance précédente, hein, la manière dont nous gérons nos émotions. En général, ça crée beaucoup de tension, de peur, ce que va émettre chez nous, déjà avant tout, puis peut-être la crainte du regard des autres, de ce qui nous passe dans notre tête. Donc on le cache, on essaie d'éviter un maximum. Hein. Alors les gens sont plus ou moins sensibles à ça, mais de manière générale, on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête. Donc lui dit, oui, on a peut-être l'impression que c'est une intrusion de la sphère privée. Il continue, mais je peux vous assurer qu'en ce moment même, aucune de vos pensées n'est cachée, et qu'elles sont au contraire clairement connues de votre famille et de vos amis, ainsi que, dois-je malheureusement ajouter, de ceux que vous considérez comme vos ennemis. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Hein, l'information est présente, elle circule, mais elle est filtrée, bloquée par notre ego et nos sens physiques aussi en partie. Hein, on se focalise plutôt sur nos sens externes, physiques, plutôt que la télépathie qui passe plutôt par un canal interne. Autrement dit, on fait plus confiance, encore une fois, à notre ego et donc à tout ce qui est ce lien extérieur avec la réalité physique. Donc là, il vient de dire qu'effectivement, eux, de leur côté, ils sont télépathes, ils les échangent les informations, mais que finalement, nous, c'est exactement la même chose. On a l'impression de pouvoir cacher, occulter, par rapport à cette gestion des émotions dont je parlais, on a cette impression.
Mais en fait, lui, ce qu'il vit, c'est ni plus ni moins que ce que nous, on vit également. Donc il n'y a rien de plus dans ce que eux, ils vivent. Hein. Ils ont juste la conscience de ce qui se passe réellement, entre guillemets. Ils ont en tout cas conscience de plus de champs, de dimensions de la réalité que nous. Finalement, c'est juste une capacité de voir ce qui est présent, de voir, de sentir, hein, au sens, les 5 sens. Ce n'est pas parce que nous ne le percevons pas que ça n'existe pas. Hein, ça, c'est vraiment important. Seth en parle souvent. Il disait au tout début du livre, moi, je ne vois pas mes lecteurs. Eh bien, mes lecteurs ne me voient pas non plus. Pensez à moi comme je pense à vous. En gros, hein, c'est pas les phrases exactes, mais c'est l'idée telle que j'ai retenue de ce qu'il disait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Vous respirez de l'oxygène en permanence, vous ne le voyez pas, et pourtant vous savez, complètement consciemment, que vous êtes en train de respirer de l'air. D'ailleurs, les avions volent sur l'air, c'est bien qu'il y a quelque chose. L'électricité, on ne voit pas l'électricité, et pourtant vous savez, avec les effets de l'électricité, on arrive à la mettre sous forme de lumière, de chaleur, ça fait tourner des moteurs, etc., etc. Hein, ce ne sont que les conséquences d'un phénomène qui n'est pas directement accessible à nos sens. Nous ne percevons pas les champs électromagnétiques directement. Nous pouvons percevoir les conséquences de ces champs. Eh bien, c'est la même chose. La télépathie existe, mais parce que nous ne la voyons pas, nous considérons qu'elle n'existe pas. Hein, voilà, c'est vraiment ce que Seth nous explique sur ces notions-là, d'éléments qui ne sont pas visibles. Il va essayer un peu d'expliquer du coup la télépathie pour eux, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc il dit, paragraphe suivant, cela ne veut pas dire que chacun d'entre nous se présente à autrui comme un livre ouvert. Ça, je pense que c'est vraiment une peur qu'on peut avoir. Quelqu'un qui est télépathe, ah mais il peut tout voir en nous. Là, je pense au film Harry Potter, par exemple. Il y a vraiment cette intrusion de plusieurs magiciens, ou c'est plutôt des magiciens présentés comme des magiciens noirs, maléfiques, parce qu'ils vont utiliser cette connaissance alors dans leur propre but, qui n'est pas forcément de sauvegarder l'humanité. Hein. Donc il y a cette image effectivement de l'intrusion, d'aller chercher des informations dans le fond de la mémoire et de pouvoir avoir accès à toutes les informations. Et on voit bien, c'est un petit peu la guerre qu'on a en ce moment, hein, la guerre de l'information. Google a très bien compris ça depuis des dizaines d'années. La maîtrise du monde passe par la maîtrise des informations. Hein, c'est le pouvoir. Quand on a l'information, alors la guerre du Golfe en Irak, c'était déjà ça. C'était une guerre d'information ou de désinformation. Celui qui possède l'information des autres et de lui-même, il a un pouvoir sur ces gens-là. C'est comme s'il les connaissait mieux que eux-mêmes. Donc Google, il sait, voilà, il peut avec des statistiques savoir qu'est-ce que les gens achètent, quand ils vont voir telle chose à quoi ils s'intéressent. Donc on va leur mettre la bonne pub qui les intéresse, sur lequel ils ont le plus de chances d'aller acheter quelque chose, etc., etc. C'est cette notion-là où on se dit qu'on se sent manipulé, parce que l'autre nous connaît tellement bien qu'il va justement jouer sur nos défauts, nos points faibles, et nous attirer quelque part ou mettre en exergue ces points faibles. Hein. La partie de nous qu'on n'accepte pas forcément. Pour essayer de nous vendre quelque chose, il va jouer sur notre sensibilité, soit nous vendre, je sais pas, on se sent un peu trop gros, donc nous vendre absolument un produit pour maigrir. Ou on a tapé juste le recherche pour voir, je sais pas, un pays, on s'intéresse à un pays, tout de suite il cherche à nous vendre des billets de train, l'hôtel, une croisière, aller visiter tel endroit. Voilà, il y a toujours cette sorte de tentation ciblée qui va donc renforcer la moindre action qu'on met en place
Hein, c'est comme si on tendait un paquet de bonbons à un enfant en lui disant, voilà, n'en mange pas. Bah, je te montre, ils sont là, regarde, j'ai posé là, mais t'as pas le droit d'en manger. Bon, c'est un peu frustrant hein, comme système. Hein. On joue comme ça avec la volonté finalement de la personne qui est en face. On essaie de tordre la volonté, en tout cas de forcer les personnes à faire quelque chose qui au départ effectivement leur plaise, alors que consciemment ils cherchent éventuellement à ne pas le faire. On est dans cette logique-là d'information. On est en général du coup dans cette peur d'être manipulé, qu'on va nous chercher dans nos retranchements. Donc on peut considérer effectivement que cet échange d'informations libre porte atteinte à notre bien-être profond, celui qu'on voudrait avoir, notre bonne conscience. Et je pense que Seth, il parle de ça, hein, quand il dit cette phrase de précaution. Cela ne veut pas dire que chacun de nous se présente à autrui comme un livre ouvert. Il dit bien au contraire. C'est-à-dire que c'est pas un transfert d'informations pure. C'est pas les gens qui vont chercher chez les autres les informations qu'ils veulent aller extraire. Hein. Ce que Seth veut dire, c'est que c'est chacun qui va présenter les idées qu'il souhaite avoir. Hein, il explique donc dans les phrases suivantes, car il existe une sorte d'étiquette, dit-il, les bonnes manières du mental. Hein, ça c'est voilà quelque chose d'assez surprenant. Donc nous on a la notion d'étiquette, c'est la façon de bien se comporter dans un milieu particulier. Là c'est la bonne étiquette, le bon fonctionnement du mental. Quelque part il dit que eux ils évitent de laisser passer n'importe quelle idée en eux. Hein, il y a une certaine forme d'information que l'on souhaite transmettre. Et donc c'est chacun qui choisit. Il dit d'ailleurs dans la phrase suivante, nous sommes beaucoup plus conscients de nos pensées que vous ne l'êtes des vôtres. Hein, donc c'est vraiment cette idée-là. Eux, ils voient très clairement les pensées. Là, c'est un peu compliqué d'imaginer, mais peut-être même avant que l'idée commence à germer. Hein. Bon, j'ai fait pas mal de méditation dans ma vie, donc je vous propose un peu cette réflexion-là autour des idées. Moi, j'ai cette impression, quand on essaie justement dans la méditation, c'est d'amener son attention sur un objet. On appelle ça un objet de méditation. Donc de focaliser son attention plutôt sur une chose que l'on va choisir. C'est quand même la méditation la plus facile, plutôt que de chercher à ne penser à rien, qui pour moi est une sorte de vœu pieux, en tout cas c'est très compliqué. Des personnes vraiment expertes en méditation, on a observé le cerveau, hein, l'électroencéphalogramme de Mathieu Ricard, dans des phases de méditation, donc voilà, des personnes qui commencent à avoir des centaines de milliers d'heures, je crois, de méditation, eh bien, au bout de quelques minutes, il y a un phénomène dans le cerveau qui fait qu'il se remet à réfléchir. C'est un effort de ne pas réfléchir. Spontanément, des idées arrivent, autrement dit. Moi, en tout cas, à mon échelle, il y a certains jours où, effectivement, je peux rester, oui, peut-être quelques minutes. Hein, c'est vraiment une poignée de minutes. Hein, j'ai aucune prétention de rester plus de 2 ou 3 minutes vraiment en ne pensant à pas grand chose. L'idée c'est peut-être plutôt, moi j'essaie de focaliser mon attention sur quelque chose que je choisis. C'est en tout cas plutôt la méthode moi qui est associée au yoga que je pratique. C'est plutôt ça qui fonctionne en tout cas avec moi. Et donc de me rendre compte le plus vite possible quand je m'éloigne de cet objet, quel est le parcours que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'en général ça part justement de l'image de l'objet que j'ai choisi. Et puis voilà, à partir de là, il y a une autre idée, comme si j'observais cet objet sous un autre point de vue.
Par exemple, voilà, je peux donner une image hein, que je donne assez fréquemment si on pense à l'ours. Bon, par exemple, le mot ours. Ce mot ours, il peut renvoyer tout de suite, je sais pas, moi spontanément, je suis plutôt biologiste de formation, donc il y a l'animal qui va apparaître. Donc à partir de là, je peux avoir un peu une sorte de réflexion qui se met en place, donc qui est pas la démarche qui est recherchée, mais qui est ce que mon cerveau va me renvoyer. Hein, le fait que cet animal qui est plutôt protégé, menacé, en voie de disparition, dans les Pyrénées, qui a bien sûr un, un lien avec les éleveurs de moutons, un lien conflictuel, en disant bah, quelle est la place de l'un, de l'autre, est-ce que l'homme doit pouvoir pratiquer l'activité qu'il veut n'importe où, ou bien est-ce qu'il y a des précautions à avoir, quelle place on garde à la nature. Voilà, ça peut être un pan. Alors, je dis pas que c'est ce que je mets en place dans la méditation, c'est simplement un pan de mon cerveau qui est plutôt dans cette logique-là. Donc, je peux avoir comme ça un peu des images qui peuvent apparaître par rapport à ça. Donc, je peux penser à un patou quand je pense à un ours, ou à un mouton, ou un berger, ou à la nature, des oursons, peut-être à ce qu'ils mangent, des baies, etc. Euh, il y a des liens comme ça qui peuvent se créer. Oui, d'ailleurs, je suis en train de me dire, je pense, l'ours par rapport au berger, c'est plutôt les loups, la place des loups dans les Pyrénées. Il y a quand même beaucoup moins d'attaques au niveau des ours. Le mot ours peut me renvoyer aussi simplement à la peluche, hein, quelque chose de réconfortant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu un petit ours en peluche. Après, ça peut être un voyage en disant, bah oui, mais l'ours, c'est quoi? L'ours polaire, l'ours brun, l'ours... voilà, il y a beaucoup d'ours, le grizzly, il y a des petits ours, le panda, donc ça peut être un voyage un petit peu comme ça par rapport à ce mot-là. Ours, je crois aussi c'est un terme en journalisme, non, c'est sur une maquette des journaux. Je sais plus exactement ce que c'est une partie, je crois, de la première page d'un journal. Bon, là, je sais plus exactement, mais voilà, le mot lui-même renvoie différentes facettes. Et pour moi, la méditation, c'est de rentrer en relation avec ces différentes facettes pour petit à petit rentrer en relation avec le mot complet, le concept, de manière générale, tout ce que ça représente, les émotions qui y sont liées. Pour moi, hein, quelque chose de très particulier, qui va être complètement différent peut-être pour quelqu'un d'autre. Le mot requin, par exemple, ou araignée, hein, je prends des exemples comme ça, parce que je suis plutôt dans la biologie, hein, donc vous voyez, ça teint forcément mes exemples. Le fait d'avoir un mot comme ça, requin ou araignée, renvoie des images complètement différentes pour chacun. Ce sont des animaux qui sont pas forcément très aimés du grand public. Donc, chez la plupart des gens, le premier réflexe c'est oups, c'est la peur, c'est la méfiance, c'est la crainte, faut éviter, faut écraser, faut voilà, éviter la rencontre au maximum. Alors que peut-être moi, effectivement, en ayant un peu travaillé avec ces animaux, en ayant une autre approche, un peu une certaine connaissance, hein, eh bien, je vais avoir une autre relation. Donc la méditation, c'est ce lien particulier avec un objet. Ce qui fait que ce qui passe, mes idées, sont en lien avec, effectivement, mon expérience, mon vécu, mes croyances. Eh bien, la télépathie dont parle Seth, c'est ça. C'est-à-dire que c'est peut-être que lui, avant que l'idée naisse complètement, hein, comme je parlais de cette phase de méditation, il y a cette régulièrement, il y a ces images qui vont apparaître, et puis on choisit après de rester avec l'image, de l'explorer un peu plus, ou pas, de rester avec l'émotion, ou pas. Eh bien, peut-être que avant que l'image grandisse complètement, il sait, ah voilà, il y a telle idée. Ou peut-être même c'est lui qui maîtrise complètement. Hein, là, qu'est-ce qu'il dit exactement? Nous sommes beaucoup plus conscients de nos pensées que vous ne l'êtes. Donc il y a un lien très très différent avec ce qui leur passe par la tête, quelque part. Et donc la notion de télépathie, c'est uniquement, finalement, il montre
aux autres, ou ils permettent aux autres d'avoir accès aux idées que eux choisissent. Hein, c'est comme ça que je comprends ce fonctionnement. Donc ce n'est pas une intrusion d'une personne qui va chercher chez quelqu'un, dans sa tête, dans sa mémoire, ses souvenirs, ses pensées les plus intimes. C'est au contraire chacun qui présente une certaine facette de ce qu'il souhaite vivre. Et ça me rappelle d'ailleurs une séance précédente où Seth disait que justement, dans leur monde, ce qui les entoure, ce qu'ils créent en permanence, ce qu'ils veulent, les idées autour d'eux prennent la forme physique, et ça illustre justement l'état d'esprit dans lequel ils sont. Et donc les autres personnalités qui sont autour d'eux en savent un petit peu plus, simplement dès qu'ils s'approchent d'eux, de voir les objets autour, l'ambiance, ça en dit long sur l'état d'esprit dans lequel ils sont à ce moment-là. Seth dit dans la phrase suivante, justement, il précise ce lien à ses pensées, il dit « Nous savons que nous sommes entièrement libres du choix de nos pensées. » Nous sommes entièrement libres du choix de nos pensées. Vous voyez bien qu'il y a vraiment cette notion de choisir, de décider. Qu'est-ce qui nous traverse? Quelles émotions, quelles pensées sont en nous? Et il continue, la même phrase, nous les sélectionnons donc avec soin et délicatesse. Et pour revenir à l'exemple que je donnais de la méditation, moi j'ai vraiment cette impression que le mental, c'est une boîte à pensée automatique. Moi, que j'ai un objet ou pas, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a des images, des émotions, voilà, des souvenirs, peu importe, ou même des fois des choses qui n'ont rien à voir avec mon objet initial, qui arrivent, qui s'imposent. J'ai cette sensation-là. Quand je dis imposer, c'est vraiment que je sens que c'est le mental qui me fait des propositions. Donc on est vraiment dans une sensation différente de ce que ça t'explique. Lui, il dit, c'est mon choix. J'ai choisi de vivre ça ou ça. Donc oui, ça nous arrive bien sûr aussi de choisir. Là, je pense à une pomme rouge. J'ai choisi de le faire. Et le fait de vous avoir dit pomme rouge, normalement, ça vous fait apparaître une image en vous. Alors, ce sera votre pomme rouge à vous. Elle est unique. De même que si je dis arbre, ça c'est un exemple assez fréquent, chacun va avoir son arbre qui apparaît. L'espèce de l'arbre, est-ce que c'est un arbre miniature, un grand, un jeune, un vieux, tordu, droit, en pleine forêt ou tout seul, peu importe. Voilà, un sapin, un chêne, peu importe l'ambiance qu'il y a autour. Mais il y a, chacun a un peu son stéréotype d'arbre. Peut-être qu'il peut changer. Si on vous dit le mot arbre 5 fois dans la même journée ou même sur une semaine, ce sera peut-être pas la même image à chaque fois. Mais là, on voit qu'il y a cette chose qui s'impose. De dire un mot, ne pensez pas à un éléphant rose. Ben voilà, vous y avez pensé quand même. Il y a quelque chose qui s'impose malgré tout. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui parle, en train de lire un livre, on voit bien quand on lit un livre, il y a beaucoup d'images, normalement, qui apparaissent. On imagine les scènes. On entend les personnages parler. Quand on lit des dialogues, il y a des petites voix différentes dans nos têtes qui font les questions-réponses. Et je parle de cette partie-là du cerveau, qui s'impose à nous, qui nous envoie des informations. Cette partie-là, elle est peut-être un peu plus connectée à nos intuitions que ne l'est notre partie de réflexion. Quand je suis en train de réfléchir à un problème de mathématiques, 12 fois 3 plus 5, voilà, je suis dans une réflexion, je suis concentré sur un sujet particulier.
particulier. En général, sauf si je reste trop longtemps sur le problème, le même problème, mon mental va peut-être s'échapper, mais si je reste peu de temps sur un problème particulier qui me tient à cœur, je reste dans ce problème, enfin cette résolution, cette idée, ce concept. Hein. Faut pas bloquer sur le mot problème. En tout cas, je reste dans l'idée que je suis. Donc là, je choisis mes idées, mais jusqu'à un certain point. Et c'est peut-être la différence avec Seth et ses collègues, c'est qu'eux, ils décident en permanence. Hein, mais on voit bien ce passage, en tout cas chez nous. Il y a un choix à un moment donné, et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc là, il parlait de choisir effectivement les pensées. Je trouve la fin de phrase est quand même assez amusante. Hein. Nous les sélectionnons avec soin et délicatesse. C'est l'étiquette dont il parlait avant, les bonnes manières du mental. Je choisis les mots que j'utilise. Moi, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Nous, c'est dans les phrases. Les phrases donc en trois dimensions, dans le monde physique. Oui, 3 dimensions, c'est plutôt dans les 5 sens, hein, l'utilisation des 5 sens dans ce monde physique. J'utilise des paroles, des mots, des fréquences particulières en plus. Mais le fait de choisir mes mots, il y a une différence entre les idées qui affluent dans ma tête, qui sont beaucoup plus rapides, que les mots que je choisis de dire. Et c'est sans doute cette différence-là qu'il y a donc à un autre niveau. Eux, ils choisissent leur pensée avec soin et délicatesse pour justement que les gens autour d'eux aient une certaine information d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, oui, il me semble que l'image est quand même assez bonne. Parmi toutes les images, les sensations, les émotions, les idées, les pensées, les réflexions qui peuvent me traverser, moi, dans ma tête, je ne vous montre que certains mots que je choisis de dire. Et je suis donc, hein, je reviens dans une notion que Seth avait dit, dans ce choix subjectif de l'information. L'information que je détiens, elle est déjà subjective, et les mots que je vous dis sont subjectifs, et donc je vous transmets sous une certaine forme, qui va plaire à certaines personnes et moins à d'autres, et c'est normal. Hein, c'est vraiment la manière dont nous fonctionnons. À ce moment-là, Robert note que Seth fait une petite pause, hein, il est 21h49, avant d'enchaîner un nouveau paragraphe. Il dit, à force de tâtonnements dans diverses existences, le pouvoir de nos pensées nous est devenu évident. Le pouvoir de nos pensées. Il me semble qu'à ce moment-là, cette notion revient à effectivement la force des idées, hein, le fait que la conscience est à la base du monde physique que nous voyons, et que justement, les pensées ont un pouvoir extraordinaire. Hein, c'est cette conscience qui a un pouvoir extraordinaire. La conscience, comme elle est à la base de tout, de porter des pensées mauvaises sur quelqu'un ou quelque chose, va modifier le comportement, l'action de cette personne ou de cette chose. Ça paraît assez extraordinaire, mais c'est pourtant le cas. Hein. Alors, dans une certaine mesure. Je vais vous parler là d'une expérience que vous trouverez facilement sur Internet, que je vous invite à faire vous-même. Je ne pense pas en avoir déjà parlé. C'est l'expérience du riz. Hein, on fait cuire du riz et à partir de la même casserole, on va séparer les riz. Donc c'est du riz cuit avec de l'eau hein, que vous préparez de manière très classique, hein, prêt à manger. Voilà. Et vous allez le séparer dans 3 bocaux différents. Enfin, si possible exactement les mêmes, si vous voulez aller jusqu'au bout de l'expérience, que vous pouvez stériliser avant comme vous voulez, que vous pouvez vous les préparer comme vous voulez. Hein, mais vous préparez du riz et vous les mettez à part égale, vous séparez la même portion de riz
dans 3 bocaux différents. À partir de là, vous allez laisser ces bocaux à température ambiante et voir comment les 3 pots vont évoluer. Sur le premier pot, vous allez dessiner par exemple un sourire ou mettre le mot aimer ou n'importe quelle forme, intention, idée, mot plutôt positive, hein, quelque chose qui vous correspond, hein, l'amour universel, peu importe. Sur le deuxième, vous allez au contraire mettre toute votre mauvaise énergie, en gros de la journée, hein, tout l'autre côté sombre. Donc vous pouvez dessiner une tête de mort, vous pouvez, dès que vous êtes énervé, vous allez l'engueuler. Voilà, vous mettez vraiment toute votre mauvaise énergie, vos mauvaises pensées, vous le critiquez, voilà, n'hésitez pas. Le troisième pot, vous l'ignorez. Vous pouvez même le mettre complètement à part, vous vous en occupez pas du tout. Du tout, du tout. Et donc, chaque jour, peut-être même vous pouvez faire le matin et le soir, comme vous voulez, vous allez renouveler ces intentions. Donc, soit c'est même dessiné sur les pots, alors je vous conseille de toute façon de faire une marque distinctive pour bien savoir quel est chaque pot. Donc, sur le même pot, toujours, vous donnerez votre amour, quelque chose de positif, matin et soir par exemple, ou au moins une fois chaque jour, hein, quelques minutes. Puis, sur le deuxième, pareil, hein, chaque jour, vous déversez toute votre mauvaise énergie de la journée, vous l'engueulez, vous le critiquez, voilà, ce que vous voulez. Et le dernier, vous le mettez, même vous le regardez en disant, je t'ignore, voilà, je te laisse là. Et vous allez regarder ce qui se passe au bout de quelques jours, éventuellement, oui, une semaine, 2 semaines. Les pots, normalement, devraient évoluer de manière différente. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse justement faire sans a priori sur l'expérience. Moi, je l'ai faite déjà 2 fois avec des personnes différentes, avec témoins. J'ai eu le même résultat. Vous trouverez facilement cette expérience sur Internet. Il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui l'ont déjà fait. Le résultat, en général, c'est à peu près la même chose, à peu de choses près. Et vous verrez comme ça l'influence de vos pensées, de l'énergie en tout cas que vous pouvez dégager sur quelque chose qu'on peut considérer pourtant comme inconscient, neutre. Et c'est ce qui, moi, c'est peut-être une des premières expériences qui m'a vraiment chamboulé dans ma vision de la réalité et dans cette notion effectivement du poids, de la force de nos pensées. Et que quand vous voyez ce que ça fait sur du riz, vous pouvez imaginer l'image que vous pouvez renvoyer aux personnes qui vous entourent. Et justement, les personnes que vous considérez comme des amis et celles que vous considérez comme des ennemis. Et que peut-être que tout le temps penser un ennemi comme étant un ennemi le conforte dans son rôle. Et donc à chaque fois, ça peut pas bien se passer. Bon. Voilà, je vous laisse en tout cas un peu avec cette réflexion-là de votre côté. Moi, comme je disais, je vous propose de vous questionner, c'est ce que Seth fait également. Je ne cherche pas à influencer du tout. Ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, la manière que je peux avoir de vous influencer, c'est de vous envoyer ce que moi je considère comme des éléments positifs. Et c'est ce que j'essaie de faire de manière globale dans le monde entier. Hein. Donc, rechercher un peu cet amour universel, y compris de ce qu'on peut considérer comme quelque chose de ce qu'on qualifierait de négatif, de mal. Ça fait partie un peu de mon expérience, en tout cas, d'essayer, même de personnes qui, à un moment donné, étaient un peu mes ennemis, où ça se passait mal, une relation compliquée, d'essayer de revivre et de marquer une information positive sur la relation, ça peut changer petit à petit la relation. En tout cas, je vois que moi, ça change la manière dont je perçois la personne, et que par retombée, eh bien, la personne, en général, enfin j'ai eu plusieurs expériences en tout cas très très positives, la relation va changer. Donc la personne aussi va changer de relation par rapport à moi. La relation, c'est dans les deux sens. Hein. On est dans une relation, il me semble que c'est Jacques Salomé, je crois, qui dit ça, il y a 3 éléments hein, dans une relation.
il y a l'autre, il y a moi, et il y a la relation entre les deux. Hein. Donc on prend une écharpe, par exemple, que chacun va tenir, c'est le lien entre les deux. Eh bien, ce lien-là, il s'alimente par les deux côtés. Donc, qu'est-ce que je mets moi de mon côté? Si j'ai envie de lâcher l'écharpe, je peux. Ça casse la relation. Et l'autre est libre de faire la même chose. Hein. Donc, chacun est libre d'agir sur une partie du bout de l'écharpe. Il peut pas agir sur l'autre. Mais déjà, s'il est responsable correctement de son côté de l'écharpe, qu'est-ce que ça modifie peut-être? Qu'est-ce que ça va créer, favoriser chez l'autre? Il y a toute cette relation-là. Donc là, on est en tout cas exactement dans la thématique de ce que Seth parle dans ce chapitre-là, de manière générale, et dans le paragraphe dont je suis en train de vous parler. Le pouvoir de nos pensées, dit-il. Donc pour eux, avec toutes les expériences qu'ils ont vécues, les différentes personnalités dont j'ai reparlé en début de séance, le pouvoir des pensées est devenu complètement évident. Ils savent que ce qu'ils émettent comme idée déteint autour d'eux. Et dans ce sens-là, peut-être que ça peut vous choquer, mais j'ai revu la notion de prière sous un autre jour. Hein. Alors, moi, je dirais, ma relation aux religions, elle est assez éloignée maintenant. Dans ma vie, j'ai eu effectivement une éducation plutôt catholique. Enfin, plutôt, non, j'ai eu une éducation catholique. Je me suis intéressé plus tard, après, à d'autres religions, à ce qu'elles, comment elles, enfin, qu'est-ce qu'elles avaient un peu de différent, qu'est-ce qu'elles proposaient chacune, qu'est-ce qu'elles avaient en commun. Moi, pour le moment, j'ai une vision un petit peu de recul par rapport aux religions elles-mêmes, dans le fonctionnement qu'elles ont. Parce que ma vision, bon, je vais pas m'étaler longtemps là-dessus, mais je fais une distinction entre religion et spiritualité. Dans le sens où une religion, pour moi, c'est une traduction humaine, avec les bons et les mauvais côtés, avec les travers de l'humanité, d'un message qui va être plutôt spirituel, qui dans le fond est bon, est intéressant. Mais la religion peut prendre une forme un petit peu dogmatique, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une répétition d'un processus où on ne nous demande pas de réfléchir, où il n'y a pas tellement de libre arbitre, où on nous dit si tu fais comme ça, tu auras le paradis, et voilà, ne réfléchis pas, fais ça, et c'est bien pour toi. Où je suis passé à une réflexion en me disant mais qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi? Est-ce que le même message peut être universel et peut être bien pour tout le monde? Ça, c'est quelque chose vraiment qui a beaucoup changé ma vision du monde dans les dernières années, comme la médecine, par exemple. Pour moi, le même médicament ne peut pas correspondre à tout le monde parce que chacun est différent. Donc, il ne faut pas aller chercher un symptôme et dire tel médicament enlève le symptôme et ça suffit. Il faut comprendre la personne en tant qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, qui elle est, comment elle fonctionne, pour essayer de chercher sa réponse à elle dans son fonctionnement. Et pour moi, c'est le même parallèle que je ferais entre religion et spiritualité. Et donc, c'est le même parallèle, tel que je comprends, de cette notion de pouvoir des pensées. Cette force de la pensée. Et donc, oui, d'émettre une prière, c'est-à-dire que d'émettre quelque chose de positif dans le monde, envers n'importe qui, des gens qui souffrent, des gens qu'on peut considérer comme des ennemis parce qu'on ne comprend pas leur fonctionnement. Pour moi, oui, ça a une utilité. Et globalement, je pense que ça améliore le monde. Et que du coup, je comprends mieux maintenant des courants religieux, des personnes qui sont complètement coupées du monde, hein, dans des monastères, voilà, ils ne voient aucune autre personne que leur groupe, mais ils passent leur vie à penser positif pour les autres, hein, à travers des prières par exemple. Voilà. Encore une fois, c'est un schéma qu'elle répète. Donc, comment chacune vit sa prière, comment elle le fait, ça c'est peut-être un peu plus personnalisé, mais de manière globale, elles suivent un courant. Mais l'élément fondateur de cette vision me semble plus parlant maintenant, aujourd'hui.
de pas être, enfin que c'est une action. J'allais dire de ne pas être dans l'action. Hein, c'est une image qu'on peut avoir. D'être juste dans la prière coupée du monde, ce n'est pas une action. Eh bien si. D'être déjà dans la pensée de cette prière, c'est déjà le début de l'action. Et ça rejoint ce que Seth explique. La conscience crée la forme, crée le monde, est à la base de tout. Et d'avoir une conscience positive pour les autres, eh bien oui, ça crée du positif chez tout le monde, globalement. Et quelque part, c'est tant qu'on pense à la guerre que la guerre existe. Hein, donc pour préparer la paix, pensons à la paix, plutôt que préparer la guerre. Hein. C'est en ça que voilà, il y a certains messages de personnes qui peuvent être très bien par ailleurs, mais qui vont créer une sorte de dogme avec lequel aujourd'hui je ne comprends plus la logique. Hein. Et donc pensons ce que nous souhaitons voir dans le monde. Ça c'est plutôt Gandhi qui disait ça. Soyez ce que vous voulez voir dans le monde. Et ça me parle beaucoup plus déjà. Et ça me semble vraiment en cohérence avec ce que Seth explique du fonctionnement de la réalité. Si je suis amour, ce qui se passe autour de moi va être beaucoup plus teinté par l'amour. Alors je suis pas naïf au point de dire que je pense amour et du jour au lendemain, euh, la paix, la haine, la guerre disparaît du monde. Mais je pense que ça fait évoluer globalement tout le monde vers ce sentiment que est-ce qu'on a vraiment besoin de la guerre? Voilà, en tout cas c'est vraiment le fonctionnement que j'ai et ça correspond de mon point de vue, encore une fois, puisque toute information est teintée par celui qui la détient, ça correspond en tout cas dans ce que je retrouve des propositions de Seth. Il dit dans la phrase suivante, nous avons découvert que nul ne peut échapper à l'immense créativité de l'image mentale ou de l'émotion. Et ça, cette image mentale, moi je m'en sers très régulièrement, quasiment quotidiennement, dans beaucoup d'éléments de ma vie, de la vie des autres. Voilà, je le propose régulièrement également à travers une activité. Et je vois que ça fonctionne. Hein. Alors, c'est ce qui était utilisé dans la méthode Coué, hein, qui est plutôt connue du grand public. Le fait de répéter tous les jours avec conviction. Et il y a un petit peu ce côté naïf qui est peut-être mal compris dans la méthode, mais de vivre l'émotion que l'on souhaite rejoindre. Je vais bien, tout va bien. Ça aide petit à petit. Alors il faut être dans un certain état d'esprit, dans un certain état de conscience. C'est-à-dire pas être pleinement réveillé. Si je dis ça, là je suis là je suis peut-être dans un état de conscience particulier, parce que je réécoute après mes enregistrements, je découvre des fois certaines phrases que je ne pensais pas avoir dites. Mais en tout cas, si vous êtes dans un état en train de complètement réveillé, en train de réfléchir, le mental bien présent, de dire simplement je vais bien a moins d'impact que si vous êtes juste en train de vous endormir ou dans un état où vous êtes mieux connecté à votre moi interne ou dans une certaine manière à votre cerveau, mais à votre cerveau profond. C'est en tout cas le genre de méthode qui est utilisée dans plusieurs, oui, on va dire, méthodes de thérapie au sens large, hein, thérapie plutôt alternative. Donc cette image, hein, je rebondissais, c'était sur le mot d'image mentale, hein, ou de l'émotion, hein, c'est ce que Seth dit. À travers toutes nos différentes expériences, nous avons compris le pouvoir des pensées, et surtout nous avons découvert que nul ne peut échapper à l'immense créativité de l'image mentale ou de l'émotion. Hein. Donc il insiste lourdement sur le poids et l'importance de l'image mentale et de l'émotion qui est liée. Comme nous arrivons bientôt voilà, à 1 heure de séance, je vais faire une petite pause. On va échanger peut-être un petit peu autour de ces thèmes-là et je verrai peut-être que je recommencerai le début de la séance suivante sur ces informations-là, peut-être pour aller un petit peu plus loin. En tout cas, ces thèmes-là sont vraiment importants, il me semble, donc ça vaut le coup d'insister un peu dessus. Voilà, on se retrouve juste pour